Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Tourbillon chapitre 11. Entre la rue du Capitaine Ajovi et le collège du 3e arrondissement se trouvait un maquis de type classique à la fois populaire et distrayant. Sur le mur, le sourire de la patronne est accueillant. Un dessinateur y a fait son portrait plutôt réussi, avec son embonpoint généreux, sa peau banane claire, ses cheveux défrisés et prolongés par des mèches artificielles. Si le rouge à lèvres est de rigueur, le plateau, lui, dans ses mains, a fière allure. 3 poulets manchots et sans tête, ils trônent avec tout autour des légumes coupés en dés et ornés d'épices. C'était bien la spécialité du maquis poulet DG. Abbé paya le zen qui venait de la déposer devant le restaurant et se dirigea vers l'entrée. Quelques employés qui étaient restés pour ranger les tables qu'avaient occupées les derniers clients la saluaient avec déférence. Elle les connaissait pour y être arrivée déjà plusieurs fois. D'ailleurs, à chaque fois qu'elle débarquait, la patronne des lieux la présentait toujours comme sa fille et la faisait servir comme une princesse. À peine se faufila-t-elle entre les chaises qu'elle entendit la voix de sa tante gronder une des employées. Elle avança vers le comptoir et l'aperçut encore entablier le front dégoulinant de sueur. Un sourire de dimanche lui égayait le visage dès qu'elle vit sa nièce. « Attends-moi, princesse, lui proposa-t-elle. Mets-toi à l'aise, je viens tout de suite. » Quelques instants après, nièce et tante se retrouvaient face à face dans un coin du maquis. La restauratrice avait demandé à un des serveurs de lui déboucher une bouteille de jus de fruits maison. « Tante, commença Abbé, je suis venue t'annoncer la décision que j'ai prise. Je vais partir pour la France. La France, oui, c'est une bonne nouvelle, mais tu en as déjà parlé à ma sœur? Non, je ne veux pas lui en parler. Pourquoi? Tu sais le genre de femme qu'est ta maman. Tu penses qu'elle va t'accueillir les bras ouverts dès qu'elle te verra là-bas? Justement, si elle sait que j'arrive, elle fera tout pour m'en dissuader. » La tante haussa les épaules. « Comme tu veux, ma fille. Alors, quand est-ce que tu pars? » « La semaine prochaine. » La dame lui prit la main, la regarda avec plein de tendresse et lui dit: « Mais dis-moi, et ton copain, celui qui t'a donné l'argent, que vas-tu en faire? Justement, il constitue en partie la raison pour laquelle je suis venue te voir. Qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien, mais j'ai peur de le perdre. » La restauratrice croisa et décroisa les jambes. Elle prit la bouteille de jus de fruits et servit le contenu. « Pourquoi? Tu n'as plus confiance en lui? » « Ce n'est pas que je n'ai plus confiance en lui, tante, mais tu sais, comme on le dit souvent, loin des yeux, loin du cœur. Quand je serai là-bas, il se peut qu'il se comporte mal. Un homme qui est volage trompera toujours sa femme. Mais si tu l'attaches à ton tablier, même si tu l'attaches à ton tablier. » La jeune femme accusa le cou, prit le verre qu'on lui a tendu et le porta à la bouche. « Je suis troublée, tante, reprit-elle. Je l'aime et je ne veux pas le perdre. Et si lui-même t'aime, il ne voudra pas non plus te perdre. Y a-t-il un moyen d'avoir l'œil sur lui quand je serai loin? » La tante éclata soudain d'un rire bruyant. Elle montra ses dents fines aux interstices jaunâtres. « Comment, Abbé? » ironisa-t-elle. « Comment peux-tu prétendre garder un œil sur un homme comme lui? Je dis peut-être n'importe quoi, soupira la jeune femme. J'ai seulement peur de le perdre. » La restauratrice eut comme pitié d'elle. Le rire qui avait éclaté dans sa gorge s'éteignit brusquement. Elle regarda sa nièce pendant un moment, puis se leva, tira sa chaise vers elle pour être presque nez à nez avec elle. « Si tu le veux, » proposa-t-elle, « nous pouvons goupiller quelque chose. Tu peux t'éloigner jusqu'au bout de la terre pendant des siècles, mais à ton retour, il sera toujours là à t'attendre. » Les yeux de la jeune femme s'allumèrent comme des lampions. On la sentait excitée. « Comment ça? Si tu veux, je te conduirai quelque part où on va sceller vos destins à jamais. Mais avant, je voudrais m'assurer qu'il est bien celui que tu aimes et avec qui tu aimerais vivre jusqu'à la mort. Car c'est bien ce que tu veux. » « Je l'aime, tante, répondit-elle sans réfléchir. Il est le seul avec qui je souhaiterais passer le reste de ma vie. Très bien, ma fille. Nous irons voir la personne qu'il faut. 3 jours plus tard, les deux femmes se retrouvaient dans une banlieue de la ville, un quartier-village où les maisons étaient éloignées les unes des autres et séparées par la brousse. C'était dans l'antre d'un vieil homme, un baba aussi décharné qu'une poutre mangée par des mites. Les deux femmes furent priées de s'asseoir à même la natte. Le vieil homme prit les 2 poulets qu'elles avaient apportés, un mâle et une femelle, puis dit:
C'est parfait. Où sont les linges usagés que je vous ai demandés? Abbé ouvrit son sac, en sortit un petit sachet noir et le tendit au vieil homme. Ils sont ici. J'ai demandé 2 morceaux de linge, le tien et celui de ton fiancé. Ils sont rassemblés là, Baba, rassura la jeune femme. Très bien, ma fille. Nous allons tuer les 2 volailles et retirer d'elles leur foie et qu'on va te confier. Tu dois les cuisiner et t'arranger pour les servir à table. Tous deux, vous devriez les manger. Me suis-je fait comprendre? Oui, Baba, le vieil homme poursuivit. Une fois que vous auriez fait ça, je m'occuperai du reste. Il y aura des rituels importants à faire, après quoi on enterrera ensemble les volailles et les morceaux de linge. Et quand tout cela commencera à se décomposer, cela signifiera que vos destins seront à jamais soudés et il sera à toi pour toujours. Foi des dieux qui m'entendent, ton fiancé ne pourra plus jamais t'abandonner quoi que tu fasses. Toi non plus, tu ne pourras plus jamais avoir affaire avec un autre homme. J'espère que tu comprends ce que cela veut dire. Oui, Baba, fit la jeune femme. Dans l'église où Abbé s'est livré, la petite assistance était médusée, choquée et scandalisée. Morayo, le visage décomposé, avait envie de lui tomber dessus. Grand-maman était toute indignée, tandis que chez grand-papa, c'était l'incompréhension et l'étonnement. Abaké, elle, était partagée entre la colère et la révolte. Mais la jeune femme soutenue par sa tante n'avait pas fini sa confession. Après quelques secondes de silence, elle embraya de nouveau. Ce jour-là, j'ai acheté un autre poulet que j'ai tué, je l'ai fait cuire ensemble avec les foies que le vieux Baba m'a donné. Et pendant le repas du soir, Ola et moi les avions mangés. Mon homme ne pouvait soupçonner quoi que ce soit. Morayos ne tenait plus sur son siège. En dépit des efforts que le prêtre faisait pour imposer le calme à tous, la sœur d'Ola ne put s'empêcher d'exploser. Donc tu veux dire, petite sorcière, que pendant 8 ans, mon frère a vécu sous le fait de ce maudit gris-gris. Ce n'était pas pour lui faire mal, répondit Abbé, les larmes dans la voix. Je l'ai fait parce que je l'aime et je voulais être à lui. Quand je suis revenue d'Europe, je lui ai même dit qu'il avait le droit de se marier à ma soeur, mais tout au fond de moi, je savais que nous nous aimons et qu'il n'est pas possible de rompre ce lien. Morayo secoua la tête devant tant d'intrigues et se mit à pleurer. L'oncle, resté imperturbable, la tira dans ses bras pour la calmer. Grand-maman était tétanisée. Elle soupira, leva les mains au ciel comme pour le remercier d'avoir provoqué cette confession. Une question Abbé, risqua-t-elle à l'endroit de l'infortuné. Es-tu sûre que si tu n'étais pas arrivé, Ola n'aurait pas épousé ta sœur? Non, maman, répondit-elle. Il ne l'aurait pas épousée. Même s'il le faisait, il l'aurait abandonné une fois qu'il m'aura vu. La preuve, après mon retour, il est venu me voir et nous a dit, mon fils et moi, qu'il allait revenir et que nous allions nous remettre ensemble. Mais à ma grande surprise, Abaké et vous m'aviez informé qu'en dépit de tout, le mariage aura lieu. J'ai tout de suite compris qu'il y avait anguille sous roche. C'est alors que j'ai appelé ma tante et nous sommes repartis voir le Baba. Abbé replongea dans un passé très récent, exactement il y a quelques jours, au moment où les événements avaient pris pour elle une tournure inattendue. La maison du vieil homme n'avait pas changé, certes, il y avait, contrairement à l'environnement du passé, des maisons plus commodes, plus présentables, mais le quartier n'avait pas quitté ce terre de village qu'il présentait naguère. Et l'antre du Baba était restée telle qu'elle, avec un toit qui menaçait de s'écrouler, des murs lézardés, des piliers en bois fissurés. Le vieil homme lui-même n'avait maintenant que la peau sur les os, même s'il paraissait toujours solide. Après consultation, il fit comprendre aux 2 femmes que la rivale d'Abbé avait reçu un coup qui, finalement et contre toute attente, avait mis sous influence le jeune homme. Abaké aurait contacté, elle aussi, un devin dont les prescriptions auraient nui aux effets du gris-gris enterré. Pour que ton fiancé accepte de se détourner de toi, avait précisé le Baba, il aura fallu que ta rivale ait trouvé la parade chez les anciens très expérimentés. Nous sommes à 3 jours du mariage, c'était Alamé Abbé. Que pouvons-nous pour empêcher ça? Après réflexion, après avoir consulté une fois les anguilles, le vieil homme pointa l'index au sol. Ma fille, ordonna-t-il dans un souffle, tout ce que tu auras à faire est de t'arranger pour que l'homme et toi vous fassiez face, que vos yeux se croisent. Tu verras, il oubliera l'autre femme et te suivra. C'est très fort, mais aussi très dangereux. Dangereux? Oui, parce qu'ici, il y a des témoins, cela se saurait. C'est tout, ma fille. Du retour de chez le Baba, Abbé a essayé de voir
Ola avant le mariage. Elle a essayé de l'appeler, mais il ne décrochait pas quand il voyait son numéro s'afficher. C'est alors qu'elle décida la veille de la cérémonie de jouer son va-tout en se rendant dans sa maison. Mais la maison était gardée par un vigile qui n'autorisait aucune entrée. D'ailleurs, celui-ci lui fit comprendre que madame la future mariée lui avait donné des ordres stricts dans ce sens-là et que même si sa mère arrivait, il n'allait pas lui ouvrir. Abel ne se découragea guère. Son plan, puisqu'on lui refusait l'entrée de la maison, elle allait attendre jusqu'à ce qu'Ola sorte. Et elle le suivrait avec sa voiture et s'il s'arrêtait quelque part, elle irait à sa rencontre et l'obligerait à discuter avec elle. Le gris-gris aurait alors fait son effet. La jeune femme se posta au coin de la rue attendant que son amour daigne enfin sortir. Au crépuscule, alors qu'elle somnolait, un bruit la réveilla en sursaut. C'étaient des vigiles des entreprises qui étaient dans le voisinage. Il vint frapper à sa portière lui demandant de débarrasser les lieux parce qu'il était interdit de stationner à cette place à partir d'une certaine heure. Écœurée, la jeune femme dut céder. Elle remit le moteur de son véhicule en marche et s'enfuit. Quand le soir sa tante l'appela pour lui demander les résultats de sa démarche, elle lui fit part de sa désolation. La vieille femme lui suggéra tout simplement de reporter l'opération pour le jour même du mariage. Oui, il n'y avait pas moyen de faire autrement. Le jour du mariage, pour défier sa sœur et lui montrer que, quel que soit le sortilège qu'elle a fait à l'endroit de son bien-aimé, elle neutraliserait ses gris-gris et le jeune homme opterait finalement pour son parti. Ainsi s'achève notre chapitre 11. À très bientôt pour la suite de la lecture avec le chapitre 12. Bye!